Bonjour à tous, merci infiniment d'être ici pour ma présentation qui s'intitule Caractérisation des marqueurs bactériens de santé intestinale chez le porc dans un modèle expérimental de diarrhée cholibacéllaire post-sevrage. Mon nom, c'est Mohamed Erhouma. Je suis professeur adjoint ici à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et ça me fait vraiment un très grand plaisir de présenter le résultat de notre projet de recherche et le partager ces résultats avec vous aujourd'hui. Donc, comme introduction et une petite mise en contexte, comme vous savez, le sevrage des porcelets est la phase la plus critique dans l'élevage porcin. En fait, puisque le système immunitaire des porcelets est généralement immature durant cette période, c'est-à-dire, en fait, il est incapable de protéger les animaux efficacement contre les agressions microbiennes. En plus, en fait, le système et l'arsenal enzymatique digestif des animaux pendant cette période est généralement aussi immature. Donc, il est capable de maîtriser l'alimentation sèche et en l'occurrence d'assurer une transition sécuritaire entre l'alimentation lactée et la mollet. Et on ajoute en fait à ces deux facteurs cette anorexie post-sevrage physiologique. De plus, en fait, il y a plusieurs publications scientifiques qui ont rapporté que durant cette période critique charnière, il y a des changements qui sont très importants au niveau de la composition, mais aussi au niveau de la diversité du microbiote intestinal du porcelet. Et d'ailleurs, tel que vous pouvez le constater ici sur cette figure, il y a des familles des bactéries en fait, qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent durant cette période. Et donc, tous ces facteurs et les modifications au niveau du microbiote vont prédisposer les animaux à développer des infections microbiennes, en l'occurrence la diarrhée cholibacéllaire post-sevrage causée par Escherichia coli entérotoxinogène qui exprime la dysine F4. Donc, l'agent étiologique, en fait, qui est le plus impliqué dans la diarrhée cholibacéllaire post-sevrage, c'est Escherichia coli entérotoxinogène et le sérogroupe O149 a été le plus isolé à partir de cas de diarrhée cholibacéllaire post-sevrage ici au Québec. Et donc, ce sérogroupe qui exprime l'adésine F4, et donc cette adésine joue un rôle crucial, un rôle primordial dans l'initiation de la pathogénie de la maladie. En fait, il va permettre à la bactérie en fait, d'adhérer au niveau des récepteurs, au niveau des cellules intestinales. Et donc, cette adhésion est primordiale et cruciale pour l'initiation de cette pathogénie. En l'occurrence, pour qu'il y ait en fait des manifestations cliniques suite à cette infection par Escherichia coli entérotoxinogène, il faut que le porcelet possède le récepteur pour que la bactérie puisse adhérer à ce récepteur au niveau intestinal. Et donc, une fois que la bactérie a adhéré en fait au niveau des entérocytes, il va synthétiser des entérotoxines thermolabiles et thermosensibles qui sont responsables d'une perte d'eau et d'électrolytes et donc ils sont responsables de cette diarrhée, de cette déshydratation, de ce retard de croissance et de la mortalité qu'on peut observer consécutive à cette infection par cette bactérie. Donc, nous, dans notre étude précédente, nous avons démontré qu'une infection orale à Escherichia coli entérotoxinogène dans un modèle expérimental de diarrhée cholibacéllaire, cette infection a engendré un retard de croissance significative chez les animaux infectés par comparaison avec les animaux non infectés. Puis, nous avons démontré, en fait, à la même occasion, qu'un traitement par la colistine n'a pas pu restaurer ce retard de croissance chez les animaux infectés traités. Et donc, je vous rappelle que la colistine, c'est un antimicrobien polypeptidique qui possède un spectre d'action étroit dirigé uniquement contre les bactéries à gram négatif. Donc, le principal objectif de la présente étude consiste à déterminer l'effet d'une infection expérimentale à Escherichia coli entérotoxinogène F4 et un traitement à base de la colistine sur la composition et la diversité du microbiote fécal des porcelets sains, mais aussi des porcelets qui sont cliniquement malades suite à une infection expérimentale à base d'Escherichia coli entérotoxinogène. Donc, pour répondre à cet objectif, nous avons utilisé 28 porcelets sevrés. Et donc, ces porcelets ont été sélectionnés sur la base de la présence du récepteur F4.
Et donc, ces porcelets ont été subdivisés en deux grands groupes, les groupes infectés et les groupes non infectés. Donc, dans les groupes infectés, on a les deux conditions, donc des animaux infectés non traités et des animaux infectés traités. Et la même chose, dans les groupes non infectés, on a les deux conditions, c'est-à-dire des animaux non infectés traités et des animaux non infectés non traités, c'est-à-dire le groupe D, ça c'est notre groupe contrôle. Et donc, chaque groupe, en fait, a été composé par 7 porcelets qui ont été choisis d'une façon aléatoire. Donc, après l'infection expérimentale, on a commencé le traitement à base de la colestine sulfate, 2 administrations par jour pendant 5 jours. Puis, le long de l'expérience, on a procédé à un échantillonnage de matière fécale. Donc, on a utilisé des écouvillons qui ont été placés directement dans l'azote liquide pour protéger en fait ces échantillons. Une fois au laboratoire, donc, on a procédé à une extraction de l'ADN sur ces écouvillons, puis ensuite une amplification de la région V4 de l'ARN 16S en utilisant une PCR classique. Puis ensuite, le produit PCR a été séquencé par la plateforme Illumina MiSeq. Puis les résultats, en fait, ont été analysés par des logiciels bioinformatiques, en l'occurrence Mother. Et donc, ce logiciel nous a permis, en fait, de déterminer la diversité alpha, c'est-à-dire la diversité au sein d'un échantillon. Ça nous a permis aussi de déterminer la diversité bêta, c'est-à-dire la diversité entre les échantillons. Et ça nous a permis aussi d'identifier pour la toute première fois, des marqueurs bactériens qui sont associés à l'état de santé de l'animal, c'est-à-dire des animaux qui sont sains ou bien des animaux qui étaient malades durant cette expérience. Donc, les résultats que nous avons trouvés dans notre étude concernant l'impact des Escherichia coli entérotoxinogènes sur la diversité, la composition des microbiotes fécales des porcelets, nous avons constaté en fait des différences significatives pour toutes les mesures des indices de diversité alpha et bêta entre le groupe infecté, en fait non traité, ici, et le groupe contrôle, non infecté traité, donc notre groupe D. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette figure, en fait, ce sont des différences qui sont statistiquement significatives à jour 4, à jour 7 et même à 5 semaines après l'infection expérimentale. Donc, à ce stade de l'analyse de nos résultats, nous avons constaté que ETECF4, cette bactérie, avait un impact à long terme sur la diversité et la composition des microbiotes fécales des porcelets pendant la période post-sevrage. Donc, c'est un résultat extrêmement important, sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans notre conclusion. Toujours dans l'impact des Escherichia coli entérotoxinogènes, c'est la diversité et la composition des microbiotes fécales des porcelets. Donc, nous avons constaté une diminution significative de Provetella et de Streptococcus, en fait, au niveau du groupe infecté non traité, par comparaison avec le groupe contrôle. Autrement dit, en fait, l'infection expérimentale a engendré une diminution significative de ces deux genres bactériens, en l'occurrence Provetella et Streptococcus. Et donc, en fait, dans la littérature scientifique, ça a été rapporté que Provetella et Streptococcus avaient une forte corrélation avec le poids corporel du porcelet. Et donc, dans ce cadre, je vous rappelle aussi, dans notre étude, nous avons démontré un retard de croissance chez les animaux infectés. Maintenant, en ce qui concerne l'impact de la colestine, c'est la diversité et la composition des microbiotes fécales des porcelets. Je vous rappelle encore une fois, la colestine, c'est un antibiotique polypeptidique qui agit uniquement sur les bactéries à Gram négatifs. Et donc, suite à l'administration de cet antimicrobien, nous avons constaté une différence significative au niveau de la diversité alpha. Donc ici, au niveau de la diversité alpha entre le groupe A et le groupe B, c'est-à-dire au sein des groupes infectés, donc groupe infecté non traité et groupe infecté traité. Donc, nous avons constaté une différence significative au niveau de la diversité alpha et bêta. Et une différence significative aussi au niveau de la diversité bêta entre le groupe A et B aussi. Donc, une différence significative entre ces deux groupes en ce qui concerne la diversité bêta aussi.
Donc, à ce stade de l'analyse de nos résultats, nous avons constaté que la colistine avait un impact uniquement durant la période du traitement. Donc, au-delà de la période de traitement, c'est-à-dire ici, juste une seule journée après l'arrêt du traitement, mais à 36 jours, nous n'avons pas constaté cette différence significative. Et donc, nous avons constaté que la colistine avait un impact uniquement pendant la période du traitement sur la composition, mais aussi sur la diversité au sein du microbiote intestinal des porcelets. Et donc, ça c'est en relation toujours avec le spectre étroit de la colistine sulfate. Après 5 semaines de l'infection à Escherichia coli entérotoxinogène F4, c'est-à-dire au jour 36, nous avons constaté que le microbiote fécal chez les porcs non infectés traités, c'est-à-dire notre groupe C, était significativement associé au genre Streptococcus, donc ce que vous voyez ici, et à la famille de l'Acnospiraceae. D'un autre côté, en fait, le microbiote fécal chez le porc infecté non traité, c'est-à-dire le groupe A été significativement associé à l'ordre de Burkholderia. Donc, cet ordre dont le résultat en fait, de notre étude est associé avec des animaux qui sont malades, des animaux qui étaient cliniquement malades. Et donc, l'infection expérimentale donc, a démontré que ces animaux sont associés avec cet ordre, alors que le microbiote fécal chez le porc non infecté non traité, c'est-à-dire le groupe contrôle, qui n'ont pas été traités, n'ont pas été challengés aussi avec Escherichia coli entérotoxinogène, ont été associés avec Streptococcus et l'Acnospiraceae. Et donc, nous, à ce stade, en fait, de l'analyse de nos résultats, on peut associer, en fait, ces deux genres bactériens avec un bon état sanitaire des animaux. Donc, pour conclure, en fait, les résultats de notre étude, en fait, notre étude était la première à démontrer dans un modèle clinique de diarrhée colibacillaire post-sevrage, clinique, en fait, où les animaux, ils ont manifesté, en fait, ils ont présenté des symptômes cliniques d'une diarrhée colibacillaire post-sevrage, tel qu'on voit sur le terrain. Et donc, nous, on a démontré qu'une infection à Escherichia coli entérotoxinogène a fortement influencé la composition et la structure des microbiotes fécales des porcelets dans la période post-sevrage tout au long de l'expérience, c'est-à-dire 5 semaines après l'infection expérimentale. Donc, il y a toujours, en fait, des différences significatives au niveau de la composition et la structure des microbiotes entre les animaux infectés et les animaux non infectés. Et donc, ce résultat pourrait expliquer en fait le retard de croissance qu'on a observé chez les animaux infectés par comparaison avec les animaux non infectés. Et donc, nous-mêmes, on a démontré que le traitement avec un antimicrobien, en fait, en l'occurrence ici la colistine, n'a pas pu restaurer en fait ce retard de croissance et ces pertes au niveau des performances zootechniques des animaux. Nous avons constaté aussi que la colistine avait un effet temporaire sur la composition et la diversité au sein du microbiote fécal des porcelets dans la période post-sevrage. Et donc, je vous rappelle que cet effet est dû généralement au spectre d'action étroit de cet antimicrobien. Et donc, ce résultat pourrait promouvoir l'utilisation judicieuse et responsable des antimicrobiens en production porcine en choisissant les antimicrobiens qui ont un spectre d'action étroit, donc pour éviter les dommages au niveau du microbiote fécal. Donc, ça sera mieux de choisir, si on a besoin de traiter les animaux, donc à ce moment-là, ça sera mieux de choisir des antimicrobiens avec un spectre un spectre d'action étroit pour éviter les dommages au niveau des microbiotes, pour éviter des antimicrobiens qui vont toucher à la fois les bactéries à gram négatif et les bactéries à gram positif. Nous avons démontré, en fait, pour la toute première fois aussi, l'identification des sous-groupes des microbiotes, en l'occurrence, Provitilla et Streptococcus, qui étaient associés aux porcelets qui sont cliniquement sains. Et donc, ce résultat aussi est extrêmement pertinent et pourrait initier la recherche pour les développements des alternatives aux antimicrobiens, en l'occurrence les développements des probiotiques pour réduire l'incidence de cette maladie, mais aussi pour réduire l'utilisation des antimicrobiens pendant cette période critique de l'élevage porcin.
Donc, tous les résultats que je viens de vous présenter, ainsi que le matériel méthode qui a été utilisé dans cette étude, vous pouvez les retrouver dans cette publication scientifique qui a été publiée il y a quelques mois dans le journal Microorganismes. Et donc, vous avez les liens ici pour accéder à cette publication. Donc, cette étude aussi, en fait, a été supportée sur le plan financier par le CRSNG, par le CRIBIC, par FMINAR et par les éleveurs des porcs du Québec. Et donc, on tient à remercier nos partenaires, en fait, industriels et les organismes qu'ils ont supporté, en fait, sur le plan financier, cette étude. Donc, ça termine ma présentation. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous avez des commentaires. Merci beaucoup.